Bienvenue à toutes et à tous sur Eleven Sport pour cet after show de la Proximus ePro League. En tout cas, la compétition régulière, il y suivra évidemment les phases finales qu'on attend avec grande impatience. Et pour suivre tout cela, en ma compagnie, deux analystes, deux génies, deux consultants exceptionnels. D'un côté, Xavier Izy. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, tu vas bien? Très très bien, et toi? Oui, ça va. Alors vous le savez, Xavier, il a eu l'occasion de commenter avec moi tout le long de la compétition, vous le retrouvez. Par contre, vous allez découvrir un tout nouveau consultant, on peut le dire. Arsène, bonjour Arsène. Salut, comment tu vas? Très bien, et toi? Très bien, très bien. Alors Arsène Makombala aussi, il était là, mais dans l'ombre. Je l'ai cité une fois pour les plus assidus d'entre vous. C'est l'expert, tout simplement, qui nous a suivis et qui a concocté parfois quelques petits éléments, qui nous a dit attention à ça, c'était vraiment important. Donc il va avoir l'occasion de revenir avec nous sur cet after show. Alors petite explication, qu'est-ce que cet after show justement? On va revenir sur tout ce qui s'est passé de meilleur durant la Proximus ePro League version régulière, les plus beaux buts, les moments les plus drôles, les moments un petit peu plus de rage, de dénouement final exceptionnel. On passera absolument tout à la loupe. Mais pour tous ceux qui nous rejoignent et qui n'ont jamais entendu parler de ce qu'est la Proximus ePro League, eh bien c'est le championnat de Belgique sur FIFA 21. Donc le jeu vidéo, c'est une compétition e-sportive avec l'ensemble des clubs belges qui y sont impliqués. C'est vraiment incroyable. D'ailleurs, petit point de vue sur le classement général, et bien on vous spoil dès le début. On peut dire également, petit point sur le classement général, un top 8 qui était, ma foi, très intéressant. Zult, premier, 41 points, suivi de un seul point d'écart avec Saint-Tron. 40 points, Charleroi 38 points, et puis l'ensemble de ce top 8, vous le voyez de toute façon à votre écran, c'est ceux qui atteignent les phases finales, et l'ensemble du reste des équipes ont été malheureusement en dehors et ne feront plus partie de cette compétition dès maintenant, en tout cas cette année. Est-ce que, selon toi Xavier, ce ranking, eh bien, il reflète bien la physionomie de la compétition? Oui et non. En fait, ça dépend. Il y a différentes phases. Par exemple, fin de saison, on a vu par exemple un Maligne très très fort, capable de battre les meilleurs. Puis le reste de la saison, il était quand même pas forcément mieux. S'il avait joué comme toute la saison, comme ces 5 derniers matchs, je pense qu'il aurait largement mérité sa place dans le top 8. Mais sinon, après, dans l'ensemble, peut-être le club de Bruges aussi, qui était tout le temps dans le top 8, au final, il ne l'est pas. Mais de manière générale, je pense qu'il est quand même plus ou moins respecté, ce top 8. Ouais. Arsène? Oui, tout à fait d'accord avec Xavier. Comme il a dit, personnellement, je trouve que ceux qui se trouvent dans le top 8 ont vraiment respecté leur rang, parce qu'ils ont été réguliers tout au long de la saison, et ils ont mérité leur place. On reviendra évidemment sur l'ensemble de ces éléments, sur tout ce qui est vraiment le plus important dans cette compétition, notamment, tu l'as dit, le cas de Miran par exemple. Il sera proposé à la fin dans la partie sur les déceptions. On va commencer par peut-être ce qui va vous intéresser le plus, en tout cas pour moi c'est quelque chose qui a toujours une importance capitale lorsqu'on fait ce genre d'after show, les fameux buts. On en a eu énormément, 553, c'est énorme comme chiffre sur 153 matchs. Et moi j'ai une question qui me taraude l'esprit depuis plusieurs semaines et je vais vous la poser à tous les deux. Si on devait construire un but type ePro League, une sorte de tutoriel si vous voulez, ce serait quoi Xavier? Moi je pense, la manière dont on a vu énormément de buts dans cette Proximus ePro League, c'est surtout des contre-attaques rapides en fait. Qu'on a vu beaucoup de blocs bas et les joueurs se projetaient vite vers l'avant. Contre-attaque, le bloc défensif n'était pas forcément replié. Puis après, tu as pas mal d'espace pour conclure et marquer des buts. Évidemment, même question, toujours Arsène? C'est exactement comme il a dit. Le principe même, c'est de bien défendre et ensuite s'exposer vers l'avant le plus rapidement possible et essayer de terminer du mieux, parce que bon, il y a certains bugs qu'on peut utiliser dans FIFA, on en parlera sûrement après. Donc le mieux, c'est de se projeter vite vers l'avant et essayer de marquer le plus vite possible un but. Et j'en profite, Arsène, parce qu'il faut le dire, évidemment, il faut le dire à tous nos spectateurs, Arsène est un spécialiste lorsque l'on parle de gestes techniques. Donc Arsène, moi j'ai une question à te poser évidemment. Est-ce que certains gestes durant cette compétition t'ont beaucoup plus marqué, et certains joueurs qui ont été justement utilisés ces gestes? Ah oui, notamment Zeror. Zeror, il est très 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 fort au niveau des gestes techniques et il a utilisé beaucoup de gestes techniques que j'utilise aussi moi-même en jouant au jeu. Donc j'ai beaucoup apprécié, dont je peux en citer un, le flip-flap, la virgule, tu vois, ou la virgule inversée. Nicom aussi était très bon au niveau des gestes techniques, mais malheureusement n'a pas su suivre par rapport à son rang et sa qualité. Xavier, on en avait beaucoup parlé pendant les matchs, des grands gestes que tout le monde utilise. Tu en as aussi qui t'ont marqué? C'est vrai que la fade de frappe suivie d'une croqueta, c'est aussi un truc souvent utilisé devant le rectangle ou autre. On en a vu pas mal. Je peux même pas citer de joueurs, que je pense que plus ou moins la majorité sur 18 participants, allez, on va dire 15 joueurs l'ont utilisé. Donc on voit que c'est quand même fort utile. Fort utilisé aussi, il y a double talonnade aussi, que Mans a énormément utilisé devant le rectangle. Exact. Mais ouais, il y a pas mal de gestes. C'est souvent les mêmes qui reviennent de manière générale. Et pourtant, Geoffrey Mécou, premier du classement général, n'a pas tant utilisé que ça. Moi, je trouve des gestes techniques absolument flamboyants. Comme quoi, ça n'aura pas été si important que ça, peut-être, Arsène? Écoute, Geoffrey, lui, il était un peu plus pragmatique. Donc, lui, il était
plus dans le sens où il n'était pas là pour le spectacle, il était là avec un but et le même, c'est-à-dire aller au bout et conserver entre guillemets sa première place. Et il a très bien réussi. Et il utilisait les gestes techniques les plus efficaces. Parce qu'il faut savoir aussi que le jeu, au fur et à mesure que le temps avance, il y a des mises à jour et qu'il faut parfois s'adapter. Et lui, il s'adaptait toujours très bien par rapport à la mise à jour. Donc au début, on utilisait souvent les passements de jambes. Après, on a arrêté les passements de jambes. On est plus passé, comme Xavier l'a dit, à la fin de frappe croqueta, etc., etc. Alors, on a eu un fameux débat et le moment de ce match, on s'était dit avec Xavier que c'était le plus beau but de la compétition sans aucun doute. Vous vous rappelez du but de Capitores ? Oui. Et évidemment, ce but absolument magnifique. Il était au bas de classement général, il n'arrivait vraiment pas à prendre des points et il a fini par réussir à marquer un but absolument exceptionnel. On revoit ça en image. Attention, cette passe lobée, la retourne. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui vient de se passer? Ce n'est pas possible! Le plus beau but de la compétition! Le Berscott, mesdames et messieurs! Palmarès de Capitores, j'ai marqué le plus beau but de toute l'histoire de la Proximus Pro League! Oh mon Dieu! Incroyable! Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Incroyable! Wow, je n'ai pas les mots pour décrire ce but. Le but, il en revient pas, je pense. Ah, mais c'est extraordinaire. C'est exceptionnel. C'est absolument fou. Et je me rappelle mes cris, j'ai presque perdu ma voix durant ce but absolument incroyable. Vraiment, comment on fait ça mécaniquement, Xavier ? En fait, il faut quand même un bras de réussite et un bras de chance. Mais en fait, simplement, il faut que ton joueur ait la capacité flair, mais en mode 90, ils les ont tous, donc ça va. Et tout simplement, il a centré, puis après, il a fait L2 et il a tiré. Son joueur était bien positionné pour faire un coup du scorpion, mais il aurait très bien pu faire une retournée ou autre chose comme geste. Donc, de manière générale, c'est assez simple à réaliser, mais il faut un bras de chance et un bras de réussite pour que ton joueur exécute ce geste-là et pas un autre. Ouais, c'est clairement pas du tout facile, on peut le dire. Et on avait eu ce débat pendant le match, mais on a eu moins avec Arsène, évidemment, sur pourquoi est-ce que c'est le but de la compétition. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec moi et Xavier ? Et ensuite, pourquoi ? Tout à fait, parce que, écoute, ce genre de but-là, on n'a pas toujours l'habitude de les voir, tant dans le jeu que dans la réalité. Et comme Xavier l'a dit, il faut un brin de chance pour que le joueur puisse le réaliser. Et surtout, il faut se souvenir du contexte. C'était un match entre les joueurs qui étaient un peu dans le bas du classement. Et c'était un match à haute tension où ils étaient à égalité et on était à la fin de la rencontre. Et il faut savoir que Capitores est un joueur qui avait vraiment essayé au cours de la saison à chaque fois de s'améliorer et que voir une finalité comme celle-ci était vraiment exceptionnelle. Et je pense que tout le monde, lorsqu'on a vu ce but-là, était très content pour lui. Question ouverte, est-ce qu'il y a des buts qui vous ont marqué également, en plus de celui de Capitores, ou pas du tout ? Moi, personnellement, c'est vraiment celui, je ne garde en tête pratiquement que celui-ci, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ? Moi, il y a un autre but qui m'a marqué, et c'est pas forcément parce qu'il est extraordinaire, mais je pense que c'est le seul de cette manière-là qu'on a vu. Il y en a peut-être eu deux, mais je pense, moi, j'en ai qu'un en tête, c'est le club de Bruges sur un coup franc direct. Ah, c'est rare. Moi, je pense, il y en a peut-être eu un deuxième, donc je suis pas sûr de moi à 100%, mais celui-là, je suis sûr qu'au moins, il y en a un, et c'est peut-être le seul coup franc direct qu'on a vu de la compétition, et mine de rien, il faut oser l'essayer, qu'il y en a beaucoup qui le jouent à deux, et il faut encore réussir à le mettre. Effectivement, tout à fait. Plutôt coup franc direct ou indirect, Arsène ? Oh, au moins plutôt coup franc direct. Direct. On tire dans le tas, Ouais. on tire dans le tas. Toujours dans cette logique de buteur, on a une statistique extrêmement intéressante. On va parler des 5 meilleurs buteurs du championnat en tant que joueur, mais nous on va aller encore plus loin. Les 5 meilleurs buteurs au sein même des équipes. La domination de Nicholson, c'est impressionnant, Arsène. Ouais, c'est incroyable. Dis-toi, il a un écart de 10 buts avec le second. Donc vraiment une performance incroyable du joueur de Charleroi. On en parlait aussi beaucoup, Xavier, en commentaire. Dust, il est arrivé en cours de saison. Ouais. Des miracles, ça, en fait, ici, il est quand même à 13, donc il y a quand même une grosse différence avec Nicholson, mais il faut dire qu'il est arrivé après la trêve hivernale. Peut-être que s'il avait joué toute la saison, il serait peut-être plus haut dans le classement. Ouais, bien sûr. Il a marqué énormément sur la partie où il a pu jouer, et il est quand même 4e. Je pensais qu'il avait mis plus que 13 buts, effectivement, mais apparemment, bon, c'est quand même bien, mine de rien. Mais on en parlait tellement souvent pendant les matchs du club de Bruges que... Ouais. Effectivement, il donnait beaucoup cette impression. Évidemment, c'est lié au classement des meilleurs buteurs au niveau des joueurs tout court. On le sait, Charleroi, 51 buts, Saint-Tron, 46, Standard de Liège, 41. Donc c'est normal de voir leurs attaquants favoris prendre de l'espace. Et on en vient
à une petite surprise. Une surprise qu'on vous a concoctée, qui est absolument géniale. En tout cas, personnellement, je l'adore. On a directement été chercher Nicholson pour lui remettre justement son trophée, le féliciter pour sa performance au sein de l'ePro League. On écoute ça. Shaman Nicholson, how are you doing? I'm good, you know, I'm just chilling, you know. We have a small trophy for you because you have become the top scorer with 27 goals in the ePro League. So we have a little trophy for you. Thank you, man, I appreciate it. Such a nice trophy. Yeah. Do you have any words? Anyone you want to thank? Well, I want to thank Grista for for making this possible. Thank you, man. It's good to hold some champagne or what. Yeah, you can have it. You drink champagne. It's the second year you have a FIFA card in Ultimate Team as well. Yes. You know the rating? No, I don't know. I don't. You know, I don't know too much about Yeah. FIFA. You know. Then we're gonna guess it. We made a giant FIFA card for you. Yeah. Okay, I'm gonna give you the card. It's a real beautiful photo, I think. Yes, it's true. So we're gonna start with the pace. Okay. You're a fast guy. Yes, I I know can you are. run, of course. You can run really Very fast. fast. But how much do you think pace you're gonna get out of 100? 75? Well, let's have a look. 67. No. You know, I'm really fast person, you know, maybe because of some action you don't see it, you know. Yeah. But I'm really fast. Then the shooting. Let me see, 85, 6? 85. Let's have a look. Average. At least put it 80. Next one. Passing. 50 something. 50. Yeah, 50 something. Your 50. passing is not good? It's good, you know, but I won't, you know, say too much. Okay. Let's have a look what the passing is. 58. Ah, okay, Yeah, okay. the guess okay. was close. I can work with this 58, okay. Dribbling. I'm good dribbler, you know. Okay, at least 79. 79. 80. Yes, 80. Okay, well, let's have a look. No. 62. Whew. Next one, defending. Defending, I do a lot, you know. 60. Let's have a look. 22. Oh my God. I put so much. Then the last one, Okay. physical. You know, maybe I need to get some more, but I can say 85, 87. Look weak. It's a weak card, but okay. What do you think your FIFA rating is? I don't even get 180, so maybe this is 70 or 69. Ooh, have a look. That's a really good guess. 69. Yeah. Why they put one more, it will be better. Yeah, I suppose you got some work to do. This is not enough. Some things need to fix, you know. Mm. My pace, come on. The Jamaican blood. Shooting also, dribbling. Okay, defend, okay, it doesn't matter. Passing, okay, it's okay too. Physical, some more. You don't see the duels. They only get the photo right. No, I changed the photo. Ah, you see you change the photo? Yeah, normally it's just the Hey guys, Shamar Nicholson. If you want to win my signed FIFA card, go to 11 on Instagram and guess how much goal I score in the ePro League. See you, good luck. Vous avez vu un très beau giveaway, une carte personnalisée signée par Nicholson. Ce n'est vraiment pas rien, ça va être difficile de retrouver quelque chose comme ça. Donc c'est le moment, participation Eleven Sport, Instagram. Ce sera l'autre giveaway de ce petit after show et puis ça fait toujours plaisir. Hein. Ouais, surtout que la réponse à la question, si vous avez regardé le show, ça doit pas être très compliqué. Ouais, il va falloir quand même aller y répondre, mais bon, on a confiance. On a confiance en vous. Et puis justement, on peut se poser la question, Arsène, est-ce que c'est grâce à sa taille ? Bah, écoute, j'ai l'impression que les joueurs de grande taille ont vraiment dominé le classement des top buteurs et ils ont un certain avantage au niveau des centres. Parce qu'il faut savoir que dans FIFA, si tu maîtrises le jeu de centre et les jeux de tête,
tu as un énorme avantage sur ton adversaire pour pouvoir à chaque fois marquer, tant sur les corners, les coups francs ou tout simplement les crossovers. Oui, absolument, et c'est lié aussi au mode de Nantes. Tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est le mode de Nantes? En fait, tous les joueurs ont les mêmes stats, enfin tous les attaquants, tous les buteurs auront les mêmes stats, tous les ailiers gauche auront les mêmes stats, donc c'est vraiment harmonisé. Il y a juste la taille du joueur et sa morphologie qui diffèrent d'un joueur à l'autre. Donc ça permet d'avoir vraiment des équipes fort homogènes, et c'est vrai que les joueurs un peu plus grands, ils ont un petit avantage. Que à ce niveau, habituellement, quand tu es grand, pour faire une généralité, les joueurs qui sont grands, genre à base d'Ost ou autre, ils courent un petit peu moins vite. Mais ici, leur vitesse est vraiment accélérée, donc ça permet de faire des choses assez intéressantes avec. Et comment en profiter? Quelles sont les actions à mettre en œuvre, Xavier, pour profiter un maximum de cette taille en mode de Nantes, pour améliorer son jeu en mode de Nantes? Je pense que quand tu as des grands joueurs comme ça, il faut essayer d'aller chercher un petit peu le duel physique. Parce que vu qu'ils sont gros de ça, souvent, tu vas avoir le compte favorable, tu vas prendre à l'épaule, tu vas passer devant l'adversaire ou autre, et puis après, tu te retrouves face au gardien, où tu as réussi à passer ton adversaire, et c'est à toi de faire la différence. Même avis, Arsène? Ouais, même avis. Mais d'ailleurs, moi, j'irais même plus loin pour les joueurs qui utiliseraient le physique. Il y a une spécificité lorsque tu appuies sur la manette, c'est-à-dire sur le L2, qui fait que le joueur gagne son duel. Il prend une envergure, déjà qu'il a une énorme envergure, il prendra encore plus de place, et il bousculera carrément le défenseur pour pouvoir passer. Donc du coup, eux, ils sont déjà grands et ils sont déjà forts physiquement, et ils ont un énorme avantage. Absolument, pense à vous, évidemment, tous les spectateurs qui veulent un petit peu apprendre grâce à la présence de nos deux analystes de génie. Je ne le dirai absolument jamais assez. Une petite question là-dessus d'ailleurs, est-ce que finalement les joueurs ont vraiment beaucoup joué là-dessus? Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont marqué, qui ne l'utilisaient peut-être pas assez? Je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Je pense que la majorité des joueurs, surtout dans le top 8, même top 10, 12, voire un peu plus loin, l'ont utilisé. On a vu souvent des joueurs qui étaient sur le flanc, qui s'étaient un peu replacés dans l'axe ou autre, mais souvent les grands joueurs, par rapport à Oularé, on va dire qu'à l'heure actuelle, au Standard de Liège, dans la vie réelle, c'est pas forcément la meilleure période de sa carrière. Et au final, il jouait parce qu'il est grand, au duel physique, il répond présent ou autre, donc c'est vraiment intéressant, alors que voilà. Encore la même. En parlant d'Oularé, en plus, je trouve que Quentin l'utilisait sur le côté. Sur le flanc, oui. Sur le flanc plutôt que de l'utiliser dans l'axe. Et je pense que justement, ça l'a peut-être déforcé au détriment de ses concurrents dans le top 8 qui ont utilisé leurs grands joueurs dans l'axe. Alors revenons sur Nicholson et plus particulièrement le joueur derrière la manette, Didista, qui avait tendance à souvent utiliser un même glitch. C'est quoi un glitch, Arsène? Un glitch, pour en parler, c'est un bug du jeu qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on exploite. Je pourrais même dire qu'on exploite. C'est-à-dire que c'est pas forcément écrit dans le manuel du jeu ou dans les gestes techniques, mais c'est quelque chose qui permettra toujours au joueur d'avoir un certain avantage sur son adversaire. Et donc du coup, lorsque tu l'utilises, et que tu le maîtrises surtout, c'est très important de le maîtriser, tu as un certain avantage. Et donc du coup, c'est un bug du jeu que tu exploites. Et c'est ainsi que l'on pourrait qualifier la KSI, pour citer son vrai nom, la spéciale Didista, comme on pourrait l'appeler également. Je pense que les images parleront mieux que les mots. On écoute ça. Oula, ça va très vite, ça va très très vite, mais non! Mais non! Incroyable! Et on va la tenter, attention Nicholson! Mais oui! Ça a finalement passé! Après plusieurs essais, après de nombreuses journées où il a tenté ce but sur engagement, Nicholson permet de le placer en plus avec la célébration de ses erreurs. Et on l'attend peut-être, ça va passer! Ah, l'impossible, Florian Magnam, la spéciale, on pourrait l'appeler comme ceci. Alors là, évidemment, vous voyez l'ensemble des actions où il a réussi ce glitch, mais il ne l'a pas toujours réussi, Xavier. C'est vrai qu'il n'a pas toujours réussi, parce qu'en soi, il faut quand même une part de réussite, comme le coup du scorpion de Capitores. Il essaye ça, parce que tout simplement, sur un coup d'envoi, au pire, s'il rate, le ballon est à l'autre bout du terrain, il peut faire autre chose. Je ne sais pas si on peut vraiment considérer ça comme un glitch, de manière générale pour moi. J'allais y revenir. Petit débat peut-être entre nous, parce que moi-même, j'ai pas spécialement l'impression que ce soit un glitch, c'est simplement une manière de jouer, peut-être, Arsène. C'est un engagement. Donc du coup, lorsqu'il lance le jeu, il dégage au plus loin possible pour essayer d'avoir le joueur le plus grand possible pour essayer de faire une déviation.
là, c'est souvent tombé sur Nicholson ou un de ses autres attaquants qui faisait directement une tête vers le but. Mais on peut le voir aussi dans la réalité. Certains joueurs qui lancent directement le ballon à leur défenseur, qui a la meilleure relance, pour soit trouver sur les côtés et ensuite centrer, ou bien directement sur l'attaquant de pointe qui fait la déviation en tant que pivot. Donc, Je te sens approbateur, Xavier. Ouais, moi, tout à fait. Il y a des équipes qui jouent comme ça, on va dire un peu comme Kick and Run en Angleterre souvent, enfin, il y a quelques années, mais il y a beaucoup d'équipes, dès le coup d'envoi, tu balances un long ballon devant, puis tu verras bien ce qui se passe. Et après, faut un peu de réussite. Pour moi, glitch, c'est plus un bug que de reproduire si tu es bien entraîné. Ici, il faut quand même une part de réussite. Même s'il le maîtrise à la perfection, ça ne sera pas toujours but. Par exemple, une passe en profondeur appuyée, c'est peut-être plus un glitch que le coup d'envoi ici d'Inista. Écoutez, on a justement la chance de recevoir Florian Van Damme, le jour de Charleroi, pour peut-être répondre à cette question. Bonjour Florian. Salut Guillaume, salut tout le monde. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Très très bien. Alors, je pense que tu as peut-être entendu notre débat précédent. On se posait la question, ta fameuse spéciale, est-ce que selon toi c'est un glitch ou tu utilises simplement une mécanique du jeu ? Non, pour moi c'est pas un glitch, c'est plus une force du jeu, parce qu'un glitch, pour moi, si on se souvient, c'est comme FIFA 18 avec les timings verts, où dès qu'on faisait un timing vert, c'était but. Mais ici, bon, il y a une marge de manœuvre, enfin une marge d'erreur, pardon, donc ça marche pas à tous les coups. Et comment t'es venue cette idée justement de cette profondeur ? En début du jeu, on m'en a mis une comme ça. Du coup, j'ai essayé, j'en ai mis une, deux, et j'ai dit depuis, je la lâche pas. Et comment on fait ? Comment réaliser une spéciale d'Edista, dis-nous ? La spéciale d'Edista, je pense que je le dirai un peu plus tard, quand je suis encore dans la compétition, donc on donnera pas d'indices aux autres. C'est une bonne réaction, je l'accepte totalement. Alors, des petites questions par rapport à ton jeu, justement. Pour proposer un jeu comme le tien, quelles sont les qualités à avoir ? Les qualités à avoir, c'est être patient, parce que j'ai pas souvent la possession. C'est plus mes adversaires, je laisse toujours la balle, même contre je pense, Ostende qui était dernier, ou le bas de classement, c'était eux qui avaient la possession. Donc je suis tendance à rester en bas et repartir directement en contre-attaque. Donc c'est être patient et dès qu'on a une occasion, essayer de la mettre au fond, parce que sinon ça peut se payer derrière. Absolument. Et de manière générale, quels seraient les conseils que tu donnerais à nos spectateurs, même en dehors de ton jeu ? En dehors les conseils que je peux donner, c'est ne pas se précipiter trop vite non plus, parce que des fois on peut aller vers l'avant, mais on va trop vite vers l'avant, donc on fait une passe en trop ou une passe trop vite. Il vaut mieux avoir une ou deux touches en plus et faire la passe au bon moment, regarder notre coéquipier libre et essayer de lui mettre la passe, mais vraiment le bon moment possible, attendre un peu plus. Tu vois, finalement, tu nous donnes quand même des astuces. Finalement, peut-être que les autres joueurs vont regarder ça et vont se dire « Ah, attention, je vais peut-être utiliser ça pour battre Charleroi. » Il va falloir faire attention. Il faudra bien analyser les parties que tu vas faire. Justement, on en reviendra un petit peu plus loin dans cette interview. Mais moi, j'ai une question maintenant plus générale. Comment est-ce que tu es arrivé à Charleroi ? C'est peut-être le rêve de certains spectateurs. Non, c'est sûr, ça doit être le rêve, parce que moi, en plus, je suis supporter depuis que je suis tout petit, donc jouer pour le club que tu supportes, c'est vraiment un rêve. Mais je suis arrivé assez bizarrement, on va dire. Donc, il y avait un tournoi la veille où il y avait le manager e-sport du club, et j'ai parlé un peu avec. Il m'a dit qu'en quoi il y avait un tournoi le lendemain, qui était les phases finales, pour être le représentant amateur. J'ai participé, à minuit je me suis inscrit, et c'était le lendemain à 10h, et je me suis inscrit et j'étais en finale. Du coup j'ai eu la chance de rencontrer les dirigeants, et leurs choix se sont portés vers moi. Beaucoup de chance, et évidemment tu succèdes au champion de Belgique en titre. Est-ce que ton objectif sera simplement de battre en quart de finale le Standard de Liège, ou tu vises le trophée directement ? Non, l'objectif c'est étape par étape battre Château, et après bien sûr que je vais essayer de garder le titre à la maison. Évidemment, on reviendra sur le tableau d'écart un peu plus tard. Une petite question peut-être, est-ce que vous avez une question à poser à Florian Van Damme, Arsène ? Oui, moi j'en ai une. Florian, on a vu que lors des différents matchs, tu étais un joueur qui était vraiment très fort avec le jeu de tête, et on aimerait savoir comment est-ce que tu fais pour être aussi fort et aussi dominant à ce niveau-là. Comment je fais ? J'ai eu un bon coach, on va dire. L'année passée, mon coéquipier qui était Batax, on s'est beaucoup entraîné sur les phases arrêtées, et depuis j'ai bien appris de lui, et maintenant je
Je commence à les contrôler, mais bon, ça c'est bien sûr, c'est des astuces à avoir, style mettre 3 barres, mettre deuxième poteau, premier poteau, quelle puissance, comment faire déplacer le joueur, enfin c'est vraiment un truc à maîtriser, mais ouais, là c'est vraiment mon astuce. Bien, un grand merci Florian pour cette interview et on espère évidemment que tu réussiras à mener à bien ton objectif pas à pas et peut-être, qui sait, aller reprendre ce titre de champion de Belgique. Merci Florian. Merci à vous. Et par contre, il nous reste encore 1 ou 2 glitches à voir ensemble. Est-ce que vous vous souvenez de cette action? C'était au tout début du championnat où Geoffrey Mécou réussit à marquer un but à la dernière minute. Le gardien n'a rien su faire. Ouais, ça, justement, la passe qu'il fait, c'est la passe en profondeur rapide justement que je parlais un petit peu plus tôt, c'est que ça, pour moi, c'est vraiment un vrai glitch puisque c'est une passe que tu peux reproduire tout le temps. Et si l'adversaire ne sélectionne pas le défenseur au bon moment, quoi qu'il arrive, l'attaquant aura le ballon. Ici, en plus de ça, tu as le gardien qui se trouve un petit peu, mais même si le gardien ne se trouve pas, je suis sûr que Geoffrey le marquerait le but. C'est incroyable, hein. Tout à fait. Et moi, j'ai un deuxième glitch. Et honnêtement, celui-là, il était exceptionnel. Il a même été posté sur les réseaux, c'est vous dire, sur les réseaux sociaux d'Eleven Sport. Et on s'en rendait même peut-être pas compte. C'était un arc-en-ciel de Zeyror. Et là, j'en viens à toi, Arsène, maître des gestes techniques en ces lieux. Comment ça a pu passer? Le gardien semblait tellement capable de reprendre ce ballon. Faut savoir que sur FIFA, lorsque tu lèves le ballon, il y a beaucoup de joueurs qui le font aussi au coup d'envoi. C'est-à-dire que lorsque tu lèves le ballon, il est très difficile pour le joueur adverse d'essayer de rattraper le ballon. Et donc du coup, lorsque tu utilises le geste technique de l'arc-en-ciel, le gardien a d'habitude le réflexe d'utiliser ses mains pour aller sur le sol. Et donc du coup, lorsque tu lèves le ballon, ça passe au-dessus de lui. Et ensuite, il a qu'à terminer. Après, il faut beaucoup d'audace aussi de la part du joueur. Bien sûr. Xavier, tu as l'audace pour le faire? Ça dépend. Si je mène. Je pense que Zaire, il menait largement au score aussi pour le faire. Si je mène 3-4-0, sur ça, il met un petit coup du crapaud. Ça va être intéressant. Mais de manière générale, oui, quand tu mènes largement au score, c'est quand même un jeu vidéo. Tu es là pour te faire plaisir. Il faut tenter des choses. Si tu ne le fais pas quand tu mènes largement au score, tu ne le fais jamais. Tu ne feras pas ça à 1, par exemple. Évidemment. Si tu meurs. Ouais, c'est ça. C'est l'occasion peut-être de clôturer cette partie sur les buts, sur les glitches. Un dernier élément que vous voudriez mettre en avant autour de cela? Ou je pense qu'on a fait le tour, mais... Moi, je pense qu'on a fait le tour. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qu'on n'a pas beaucoup vu, et tant mieux, parce que à la fin, quand tu utilises trop les glitches, ça en devient un peu trop toxique. C'est vrai. Là, c'est un autre débat. Est-ce que tu pourrais les citer rapidement? Le grand pont, le petit pont. Les bridges. Hein. Ouais, lorsque tu utilises bien le scoop turn aussi, tout ce que tu annules, donc tu peux annuler des gestes techniques et ça te fait gagner des petits mètres. Enfin, il y en a beaucoup comme ça. Hein. Il faut les maîtriser. Tu sais, on peut les faire, tout le monde peut les faire, mais si tu ne les maîtrises pas, ils ne servent à rien. Mais après, je pense pas qu'on peut considérer ça comme des glitches, quoi, toi. C'est des mécaniques du jeu qu'il faut. Tu t'entraînes pour les maîtriser. Que même le grand pont, si tu t'entraînes un minimum, tu sais défendre dessus, toi. Au début, je trouve que le grand pont, lorsque tu l'utilisais, après ils ont corrigé ça, le défenseur, peu importe qui le faisait, le défenseur restait cloîtré sur le sol. Oui, mais tu le prends le premier que tu prends. Après, tu vois que le joueur le fait, tu anticipes un petit peu, et il passe plus. Enfin, moi, personnellement, quand je rencontre des joueurs en ligne, il m'en met un, il m'en met pas deux, toi. C'est ça, voilà, exactement, ouais. Ouais, c'est tout à fait vrai. Quand je vous disais que j'avais des experts à côté de moi, ce n'était pas une blague. Hein. Ce n'était absolument pas une blague. Merci pour ces éléments. Je pense que là, on peut clôturer cette partie sur les buts, sur les glitches et rentrer dans notre partie un peu plus liée aux joueurs. On aura aussi les moments un peu plus fun, les déceptions. Bref, il y a encore de très très belles choses à voir en notre compagnie. Commençons par les révélations. Parmi ces révélations, un certain Éonel Arsène. Ah ouais, non, mais il m'a vraiment surpris. Sa première participation à la ePro League et il est déjà dans le top 8. C'est vraiment un joueur exceptionnel que j'ai beaucoup aimé parce que moi je suis un amateur de joueurs qui aiment bien tout ce qui est technicité, qui utilisent les gestes techniques au bon moment. Il en faisait partie et j'étais vraiment très content de le voir dedans. Et pourtant, au niveau du classement général, en milieu de classement, on se posait la question, est-ce que Louvain avait vraiment le niveau pour rentrer au top 8? En fait, il a eu un gros passage à vide, et même lors de la dernière revue de championnat, quand on l'a eu en interview, c'est ça qu'il disait également, au milieu de compétition, un gros passage à vide qui lui a coûté sa place dans le top 8, parce que sinon, au début, il faisait de très bonnes performances, c'était déjà une révélation, on se dit, est-ce qu'il va finir top 8? Puis après, on croyait un peu moins en ses chances, mais il a fini la saison en boulet de canon et il a réussi à décrocher cette place. Et vous pensez quoi de son avenir dans le top 8? De là à être champion, je ne dirais pas. Il finira pas champion parce qu'il y a plus fort que lui. Mais je pense qu'il peut jouer les troubles faits. Après, on se souvient de Mans. Enfin, Mans, il est d'ailleurs dans le top 8 encore une fois. Mais la première année, la deuxième année, à chaque fois, on se disait il va jamais y arriver. Et il a fini demi-finaliste l'année passée.
Ouais, c'est vrai, mais Mans, d'année en année, il s'améliore, je trouve. Encore cette année, on voit quand même la différence, typiquement par rapport à l'année précédente, l'année encore avant. Et pour revenir un peu sur Lionel, c'est vrai que je pense qu'il n'a pas forcément l'adversaire le plus simple en quart de finale. Si je dis pas de bêtises, il va jouer contre Zairor. Il aurait joué peut-être contre un joueur qui a fini 3e ou 4e, peut-être un peu plus de chance pour aller plus loin, mais c'est vrai que sinon, voilà. On abordera évidemment l'écart en toute fin d'After Show. Ne vous inquiétez pas, on sera là et on aura l'occasion de bien en parler, notamment avec les pronostics de nos deux analystes à mes côtés. Une autre révélation, je ne sais pas si on peut parler de révélation, mais je trouvais ça important d'en parler. Alexander Zimet, à chaque année, même logique que Mans, il s'améliore pour enfin aller chercher peut-être la performance qui lui manquait. Il s'améliore d'année en année, mais à un moindre niveau, à une vitesse moins rapide que Mans. Parce que typiquement, Mans, au début, Mans et Zimet, on va dire que c'était plus ou moins pareil la première saison. La deuxième saison, Mans, il est quand même, l'année dernière, il était quand même en demi-finale, si je ne dis pas de bêtises. Donc il était déjà très très haut. Donc pour s'améliorer, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, ici, franchement, il a montré un très très bon niveau. Et Mans, avant, il était très très fort en défense. Et souvent, il gagnait 0-1. Même l'année dernière, je pense qu'il a éliminé Zairor en prolongation au but en or. Donc on voit qu'il attend vraiment derrière, et s'il a la force de marquer un but, tant mieux pour lui. Cette année, il n'a pas la meilleure attaque, mais il a quand même une attaque quand même digne d'un beau top 8. Si je ne dis pas de bêtises, il doit être 5e ou 6e dans les attaques, ou pas très loin. Je n'ai pas le classement en tête. Donc on voit vraiment à ce niveau-là qu'il a vraiment monté d'un niveau. Tandis que Zimet, il s'est amélioré, mais pas autant quand même, pour moi. Même avis, Arsène ? Ouais, je le rejoins tout à fait. Zimet, moi, il m'a vraiment surpris. Bon, lui, c'est l'exemple type de joueur qui en fait trop au niveau des gestes techniques et qui n'est pas assez tueur. Il en faisait beaucoup, parfois qui ne servaient à rien, et donc du coup qui n'ont pas été conclus par un but ou bien un truc assez efficace pour pouvoir gagner le match. Il aimait beaucoup le spectacle, mais il a encore besoin, comme Xavier le dit, justement, de s'améliorer par rapport à un Mans qui est lui très pragmatique, qui s'appuie sur une assise défensive vraiment très forte et qui sait terminer ses occasions et surtout gagner les matchs. Bien sûr, j'aimerais un rapide élément. Je ne sais pas si on peut vraiment le qualifier aussi de révélation. C'est un mélange entre révélation et déception. Nicolas Poulain, le joueur du Cercle de Bruges, au début pratiquement inexistant. On aura l'occasion de revenir avec un corner qui a eu lieu durant la première journée. Mais ensuite, on a vu qu'il s'était réveillé et on a vu une amélioration au sein même de la compétition, non ? Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il a été plus ou moins constant durant toute la saison. Parce qu'en fait, de manière générale, au début de saison, il n'était pas mauvais. Contre Charleroi, il perd, mais à cause d'un fait de jeu, tout juste. En fait, pendant toute la saison, il a pris quasiment très très peu de points, mais il a toujours mis en difficulté tous ses adversaires, ou 90% de ses adversaires. C'est juste que si, il a manqué de réussite, il n'a pas été constant pendant. Il jouait bien pendant 60 minutes, mais un match ça dure 90 minutes, voire un petit peu plus. C'est plus ça. Moi, je ne l'ai pas forcément vu une amélioration au niveau de son jeu ou autre. Et des surprises, on n'en a pas eu qu'au niveau des joueurs. Il y a eu des moments très très drôles, très surprenants, qui ont même failli parfois faire rire à Xavier. C'est rare quand même de réussir à te faire rire en jeu, donc il faut quand même le souligner. Et le premier, celui qui m'a marqué, il est très récent, c'est le Nico Témidon, qui est arrivé en plein milieu là, d'un match. Enfin, pourquoi ? C'est vrai qu'habituellement en ligne, t'aimes bien toujours te charrier et tout ça. Et je pense qu'un de ses amis a vu qu'il était mené au score et il a envoyé un petit message pour le charrier un peu, sauf que malheureusement c'était enregistré pour lui. Et puis on a eu plein de derbys aussi, le derby anversois, le derby limbourgeois. À chaque fois, il s'est passé des choses de fou. C'est bien, ça fait partie du folklore du foot et je pense que c'est ça qui fait la beauté que ce soit du foot, ou même ici, ça permet de se rapprocher encore plus du vrai foot. Simplement quand on voit la rivalité entre les deux clubs d'Anvers, simplement aussi quand il y a eu le derby, le match aussi entre Charleroi et le Standard aussi, je pense qu'il y avait un peu d'enjeu. Et même en dehors de ça, même une autre chose, c'est peut-être un peu une information en off, mais par exemple le premier match de la saison, c'était, si je ne dis pas de bêtises, Club de Bruges Malines. Et justement, au Club de Bruges, ils ont engagé un nouveau joueur, donc c'était Quentin, qui a fini malheureusement 9e. De l'autre côté, Miran, qui était l'ancien joueur du Club de Bruges. Une des priorités du staff au Club de Bruges, c'est ce match-là, tu ne peux pas le perdre parce que c'est notre ancien joueur, tu vois. Ouais. Bien sûr, ce sur quoi je voulais vraiment insister par rapport au derby, c'était durant le derby limbourgeois où Zéro avait sorti sa pancarte avec Limburg Klurt Kiel. C'était ouf, Arsène. Ouais, non, c'était ouf. Et en plus de ça, il faut savoir que FIFA, donc eSport, ils ont réduit le champ de tout ce qui est troll, taunt, etc. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que dans le mode de jeu, même sur FUTChamp, tu pouvais utiliser des célébrations comme le chute, par exemple. Et j'imagine un peu le folklore que ça aurait été s'il y avait la possibilité d'utiliser ce genre de choses encore actuellement. Ils ont réduit ça.
Mais en tout cas, ça aurait été vraiment incroyable. Vraiment. Et pourtant, il y a une célébration qui aura fait le tour de la Belgique, hein, le fameux le sel. Oh là là, le sel de Zeror. Alors, dans un premier temps, pas de souci, il le faisait de son côté, mais ça a commencé à être parodié, notamment par Rego. Oui, c'est vrai que quand Rego a battu Saint-Tron, justement pour le faire un petit peu, pour le piquer un petit peu, et pour le titiller aussi, ça fait partie, encore une fois, du folklore du foot et tout ça. Il a mimé la même célébration que lui. C'est vrai que je pense qu'il a un petit peu mal pris à erreur qu'au match d'après contre le Cercle de Bruges, il l'a refait, alors que le Cercle n'avait rien demandé. En plus, il a marqué dans l'instant Rego, donc sa spécialité, et en plus de ça, il bat Zeror, donc c'était vraiment quelque chose de très... Rego dans toute sa splendeur, mais il ne fait pas partie finalement du top 8 d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Toujours dans les parodies, les Aiki Noodles de Florian Van Damme. C'était le sponsor de la Gantoise, on le voyait à chaque fois en arrière, on l'a vu manger ses Aiki en plein milieu d'un match, c'était fou ça aussi. Ouais, c'est vrai que c'était fou et on voit aussi que d'année en année, les joueurs ils se connaissent, tout ça. C'est vrai qu'il y a eu quelques tensions entre les deux joueurs l'année précédente. Et ici, Florian il avait à cœur de battre Naïcom. Il a réussi à le faire, donc il en a profité justement pour le faire un petit peu. On en vient à la question principale de cette émission, la plus importante sans aucun doute. Pourquoi est-ce que Kylie avait constamment son lit défait, Arsène ? C'est vraiment une question que je me pose encore, de toute façon, Je pense parce que peut-être que les matchs se jouaient un peu trop tôt pour lui. Et comme il faisait peut-être son feat champion durant toute la nuit, au moment de tourner, il n'avait pas le temps de pour autant faire son lit, il se mettait directement au travail. Kylie, on le rappelle, le joueur d'Ostende, malheureusement, lanterne rouge de cette compétition. Cela fait déjà un moment, bien qu'on savait qu'il allait terminer à la toute fin de ce classement. Par contre, au niveau du top 8, on a eu de très très belles choses. Un magnifique dénouement avec notamment un gros match, le plus beau match de cette compétition. Xavier, Club de Bruges-Moucron. Ouais, c'est vrai que jusqu'à tout à la fin, le dernier match de la compétition, on ne savait toujours pas qui finirait vraiment dans le top 8. Puis même des retournements de situation dans ce match. Le Club de Bruges menait 2-0, après son adversaire revient à 2-2, il arrive encore à faire 3-2 et je pense qu'on était à la 85e ou autre. Et puis encore derrière, il encaisse encore le 3-3, enfin c'était vraiment un match fou. Eh bien revenons justement sur ce 3-3 marqué à la toute fin de ce match, un des plus beaux moments clairement de cette Proximus Pro League. Elle est là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va se passer? Badi Banga, attention, qui va centrer, Van der Bremt qui vient s'arrêter ce ballon, Linga, c'est pas fini. Tabekou, il arrête Van den Keibus, et Van der Bremt qui récupère et relance Dirard. Mais quel match incroyable. Oko pour Tabekou, c'est pas fini. Oh mon Dieu, D'Acosta, le gardien qui est sorti, le but incroyable. Je n'ai plus de voix, je n'ai absolument plus de voix. 88e minute de jeu, Rego 3-3, et j'ai mal à la gorge. Ouais, j'avais l'impression qu'il était hors jeu en plus, donc franchement c'est une action... Et puis la lucidité de Rego de faire la passe en retrait. Je n'ai plus les mots. Quel match. Et c'est pas fini. C'est pas terminé. Non, il reste très peu de temps, mais on l'a vu juste avant, après le 2-2 qui avait... Oh là là, oh Xavier, Dirard, Hervé Kofi, et cette balle qui restera brugeoise et qui reviendra moucronoise, et c'est fini. Oh, c'est la balle de 4-3, Vandi Vanga, le ball roll, et on tacle du côté brugeois. 3-3, fin du match. Oh mon Dieu. Ouais. Oh, incroyable, quelle confrontation absolument magnifique, mais quelle déception pour Quentin Cellini. Ouais. Évidemment, c'était également un moment très très triste, on peut le dire, pour le club de Bruges qui s'est du coup fait éliminer Arsène pour le bonheur d'Anderlecht. Pour le bonheur d'Anderlecht, faut dire que on voyait très mal comment est-ce qu'il allait s'en sortir vers la fin du championnat, parce que c'était vraiment très difficile, étant donné qu'au début de la saison et même pendant la saison, le club de Bruges était vraiment prépondérant à être parmi les 8 premiers, et ça s'est joué vraiment à la toute fin, et je pense que pour le bonheur de Zach, il fait partie de ce top 8 et qu'il le mérite. Tu l'avais dit, hein, Xavier, durant ce show, en énonçant bien que tout le long de la compétition, le club de Bruges faisait partie de ce top 8. Et puis, d'un coup, Anderlecht parvient à revenir et à le dépasser. Ouais, c'est vrai que c'est malheureux pour lui, c'est triste. Après, d'un autre côté, je pense qu'il doit quand même retenir le positif. Il a failli finir dans le top 8. Lorsqu'il a été recruté par le club de Bruges, peu de monde avait confiance en lui, le voyait montrer des prestations de ce niveau-là. Donc, il faut vraiment retenir le positif à ce niveau-là. Et voulais rebondir un petit peu sur Zach, justement, comme disait Arsène, c'est qu'au final, même Zach, il a accroché sa place tout à la fin. Mais quand on regarde le classement général, il a autant de défaites que Geoffrey. Donc le problème, c'est qu'il a perdu quasi aucun match. Il a fait trop de matchs nuls, mais il a été hyper régulier, il a quasi pas perdu.
Pourquoi autant de nuls? Je pense que c'est peut-être mental. C'est peut-être mental parce qu'il n'avait justement pas cette finition qu'avaient ceux qui étaient au-dessus. Parce que s'il avait la même finition et qu'il arrivait à gagner ses matchs, il serait tout au-dessus avec les autres en train de batailler pour la première, deuxième ou troisième place. Mais comme il lui manquait à chaque fois ce petit brin de chance, ou peut-être aussi qu'il peut jouer, eh ben, il ne gagnait pas ses matchs et ça se terminait souvent sur des matchs nuls malheureusement pour Zach. Alors au final, est-ce que vous trouvez ça mérité? On sait quand même que pour y arriver, on ne l'a pas cité, mais il a dû aller chercher Saint-Tron quand même, le deuxième du classement général. Et il l'a ainsi privé d'une première position aussi face à Zulte Waregem. Est-ce que pour vous, c'est une remontée qui est méritée pour Anderlecht? Je pense, au vu de sa saison, comme on l'a dit, il a très très peu perdu de matchs. Donc pour moi, sa place dans le top 8, il le méritait, oui. Ouais, non, totalement. Zach, il a été régulier tout au long de la saison. Il a à chaque fois essayé de s'améliorer en cherchant d'autres gestes techniques ou bien d'autres phases de jeu. Et malheureusement, ça ne passait pas pour lui au milieu de la saison. Et à la toute fin, je pense qu'il a eu vraiment cette bouffée d'adrénaline qui a fait qu'il est temps vraiment de se mettre au diapason. Quitte à aller chercher Zeror, je vais aller le chercher, je vais gagner mon match. Et voilà. Il l'a fait. Évidemment, à l'inverse, on le répète, le club de Bruges qui a fini éliminé une de ces déceptions du championnat des déceptions, il y en a eu énormément. Parfois aussi des joueurs qu'on attendait dès le début de la compétition au sommet, même peut-être dans le top 4, et qui au final se sont retrouvés très très loin de ce top 8. Par exemple, Abdullah Weiss. C'est vrai que je pense qu'il y en a deux qu'on peut vraiment citer, c'est Abdullah Weiss et Miran. C'est deux joueurs quand même de manière générale normalement fort techniques. Cette année, on est passé du moins de 85 au moins de 90, qui permet justement d'avoir 5 étoiles techniques à tous les joueurs. Donc on s'est dit cette année, avec Zeror, c'est pour eux. Et au final, il n'y a que Zeror qui a répondu présent. Je pourrais même citer Nikom aussi, qui est très bon au niveau des gestes techniques, pour rebondir au niveau des gestes techniques, qui malheureusement n'a pas su profiter de cet avantage-là. Et pour se hisser un peu plus haut au niveau du classement, certes, peut-être pas être aussi fort que ceux du top 8, mais être un peu plus haut et jouer un rôle un peu plus dominant à ce niveau-là. Après, je pense que Nikom, il a vraiment un gros souci de manière générale, c'est que c'est un très très bon joueur, mais c'est un très très bon joueur contre les bons joueurs. Contre les joueurs plus faibles, il a vraiment du mal. Et dans une compétition comme ici, c'est plus compliqué. On va dire que si ça aurait été un tournoi à élimination directe, je pense qu'il aurait pu être très très fort, qu'il aurait eu des adversaires directement de haut niveau. Mais ici, dans un championnat sur la durée ou autre, c'est pas forcément fait pour lui. Est-ce qu'on n'aurait pas eu aussi un contre-coup pour Nikom? L'idée que maintenant on est en mode de Nantes, l'accès à de nombreux gestes techniques, et au final on se faisait souvent la remarque avec Xavier, donc je vais te poser la question, Arsène, est-ce qu'il n'en aurait pas fait trop? Il en aurait fait trop, je pense, justement, parce que, comme le dit Xavier, il abordait mal les matchs contre les, entre guillemets, du fond du classement. Et contre les gros, lorsqu'il voulait le faire, on a vu que lorsqu'il avait envie de le faire, il pouvait le faire. Mais malheureusement, il n'a pas été régulier tout au long de la saison. Et moi, je trouve que c'était l'un des joueurs dans le championnat qui connaissait plein de gestes techniques. Il savait tous quasiment, il les maîtrisait quasiment tous, mais il les utilisait parfois trop, il en faisait trop, et je pense que ça l'a payé un peu. Oui, absolument. Revenons un petit peu sur les deux déceptions. Tu avais dit Miran, Abdullah Weiss. Abdullah Weiss, en plus, il a une grande implication de son club. On sait qu'ils ont recruté de très très bons joueurs, Gilles Bernard, Stéphane Pina. Pourtant, ça n'a quand même pas suffi. Ouais, surtout que l'année dernière, la phase amateur, le championnat, il avait fini deuxième juste derrière Zeror. Et puis après, il avait quand même perdu, si je dis pas de bêtises, en demi-finale aussi. Donc on s'attendait vraiment à mieux cette année de lui. Et au final, il s'est même fait peur contre Ostende, contre des équipes de bas de classement. Et Miran, ça, de manière générale, à part les 5 derniers matchs, il a quasi été inexistant. Ça reste un joueur très très jeune. Est-ce qu'il va revenir en force l'année prochaine? Parce qu'on avait même l'impression qu'il était encore meilleur lorsqu'il était encore plus jeune. C'est ça qui est assez étonnant. Ouais, ça, Abdullah Weiss, j'ai l'impression qu'il était meilleur il y a 2 ans. Et malheureusement, sans vouloir être méchant vis-à-vis de lui, j'ai l'impression que plus les années passent, plus son niveau, il régresse. Est-ce que mentalement, c'est peut-être mentalement le souci, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Il a un niveau, je pense que quand il veut jouer, il peut battre plus ou moins tout le monde. Mais là, il n'a pas réussi. Après, c'est peut-être pas une excuse, mais au cours de cette saison, il lui est arrivé malheureusement un malheur avec ce qui s'est passé au niveau du hack de son compte sur FUT. Il s'est fait hacker et il faut savoir que c'est comme dans tout type de sport et dans tout type de combat, le mental joue beaucoup. Et là, à ce moment-là, il était au plus bas parce qu'il ne savait pas s'il allait récupérer son équipe. Tout ce qu'il a investi, tout ce que le Genk a investi pour lui, il ne savait pas s'il allait le récupérer malheureusement. Et ça a joué dans son mental, à mon avis. Et à ce moment-là de la saison, il était dans le ventre mou. Lui-même, il était en plein doute et peut-être que ça a joué énormément dans son mental et ce qui fait que ça a résulté qu'il n'est pas dans le top 8.
Oui, tout à fait. Très bonne analyse, Arsène. Et maintenant, revenons effectivement sur Miran. À peu près la même question. Qu'est-ce qui lui aura manqué? Et peut-être que dans la même condition, Abdelawais, s'il s'est fait hack, Miran, il avait son blocus. C'est ça. C'est vrai que de manière générale, les joueurs ont des fois d'autres activités à côté. Il faut en prendre en compte. C'est pas toujours forcément facile de concilier tout. Après, il y en a certains qui y arrivent, d'autres moins. Je pense qu'il faut essayer de trouver le juste milieu. Pour moi, c'est une excuse sans vraiment en être une. Ah, c'est ça. Parce que quand tu fais quelque chose, essaie d'être le plus concentré possible. C'est vrai que dans le cas de Miran, c'était assez difficile parce qu'il avait son blocus en même temps où il devait aussi être tout aussi focus. Mais je pense que pour Miran, c'était plus un niveau de concentration parce qu'il prenait ça trop à la légère, j'avais l'impression. Il prenait ça trop à la légère et donc du coup, ça a joué contre lui. Et après, bon, il s'est réveillé un peu plus à la fin de la saison où il était un peu plus libéré, où il était plus du tout en blocus. Mais au début, il y a eu le blocus et il y a aussi le fait qu'il prenait ça trop à la légère. Surtout qu'il ne faut pas oublier que Miran, lors de la première édition de la Pro League, il a quand même perdu en demi-finale. Ouais. Et il a gagné la phase amateur. Amateur, ouais. Donc c'est quand même qu'il est capable de faire de belles choses. Bien sûr. Dernière petite contre-performance à analyser, Rego, très rapidement. Rego qui finalement, malgré son statut de vice-champion de Belgique, n'aura pas réussi à continuer et qui est même en danger à cause de son club lui-même, Xavier. C'est vrai que Rego, c'est toujours dur. C'est un bon joueur, qu'il a depuis de nombreuses années, il fait souvent des bons résultats, mais c'est toujours dur de percevoir comment le niveau de Rego. Qu'il est bon, mais il n'est pas excellent non plus, mais il n'est pas mauvais non plus, il est toujours au milieu. Et oui, des fois, il arrive à sortir son épingle du jeu et faire des bons résultats. Donc, franchement, c'est dur à estimer si c'est une déception ou pas. C'est vrai que, sachant qu'il a été vice-champion de Belgique l'année dernière, on s'attendait à mieux de sa part. Mais est-ce que les joueurs dans le top 8 qui sont devant lui, qu'il a fini juste 10e, vu que c'est le club de Bruges 9e, est-ce qu'ils sont moins bons que lui ou est-ce qu'il était vraiment à sa place? C'est quand même dur d'avoir un avis. Ouais, non, je partage ton avis. Hein. C'est vrai que, en fait, vu qu'il avait terminé 2e l'année passée, on s'attendait à ce qu'il soit automatiquement dans le top 8. Beaucoup d'attentes autour de lui. On avait beaucoup d'attentes autour de lui. Et lui-même, je pense qu'il avait ces attentes-là. Il pensait qu'il allait être dans le top 8, mais malheureusement, les autres joueurs aussi ont hissé leur niveau, forcément. Et ça s'est joué à peu de choses, mais malheureusement, il n'y est pas. Après, la grande force de Rego, ça reste évidemment son mental. Il a toujours réussi à rester relativement stoïque, même face aux situations les plus difficiles. C'est pas le cas de tout le monde. Si je vous dis Yilmaz, vous pensez à quoi? À quelques moments assez épiques. Ouais. Alors, en tout, on a 21 extraits en une compétition régulière avec des extraits où il rage. Et la question évidemment c'est est-ce que ça a selon vous une influence sur son jeu? C'est vrai que je pense que tu peux pas rester... Bon après il y a peut-être des gens qui arrivent, mais de manière générale, tu peux pas rester focus sur ton match si tu t'énerves pour des bêtises entre guillemets. Le mental dans FIFA, c'est un sine qua non, Arsène? C'est très important. Moi-même, j'en suis la preuve parce que je suis quelqu'un, lorsque j'arrive pas à faire quelque chose, en tout cas sur FIFA, lorsque je maîtrise pas quelque chose, je commence tout doucement à m'énerver. Mais j'ai travaillé dessus justement. Parce que lorsque je commence à m'énerver, je m'expose. Et donc du coup, l'adversaire a l'occasion de me tuer par la suite. Mais j'y ai travaillé dessus et ça va beaucoup mieux. Donc je pense qu'il a eu malheureusement le malheur d'avoir constamment cette réaction-là qui l'a poursuivi et qui a fait qu'il n'avait que des contre-performances par la suite. On lui a laissé justement la possibilité de dégager un petit peu toute cette frustration qu'il entretenait depuis le début de cette compétition. On l'a laissé casser des trucs. C'est aussi simple que ça, je vous le fais en très très bref. Regardez, c'est vraiment incroyable. Yilmaz, joueur sur FIFA et e-sportif de Waasland Beveren, est passionné par son métier. Il est exubérant quand il célèbre ses buts, mais se montre également très frustré lorsqu'il encaisse. Pour l'aider à se débarrasser de ses frustrations refoulées, nous l'avons emmené au Rage Room Wreck-It de Wingene. Une Rage Room est un endroit où vous pouvez passer une demi-heure à casser toutes sortes d'objets. Af en toe kan er wel eens nodig zijn bij mij. Ja. Als ik de controle verlies, moet ik mij toch soms serieus inhouden. En hier kan ik me laten gaan. Maar ik denk dat ik voor een deze ga gaan. Direct grof geschud bovenal en we zullen zien hoe ver dat we ermee kunnen komen. Hè. Ja, plezant. Ik heb mij goed kunnen afreageren. Dat was wel eens nodig na al die matchjes FIFA.
Mais évidemment, il n'y a pas que Yilmaz qui a ragé dans cette compétition. Et un moment assez mémorable, c'était Nykom. Nykom qui avait cette tendance aussi à souvent s'exprimer aussi bien dans le positif que dans le négatif d'ailleurs. Moi, j'ai souvenir d'un match contre Miran où il y avait eu la fameuse réaction de Miran qui est partout sur les réseaux sociaux. C'est pas mal ça, face à son but. Alors, est-ce que ça a aussi peut-être pour lui pu jouer sur son jeu en plus des problèmes techniques? Je pense oui, ça a un impact. À partir du moment où tu commences à t'énerver, pour moi, tu sors de ton match. Je pense qu'Arsène, tu vas garder non, avis. je valide tout à fait parce que j'en suis la preuve aussi. Donc du coup, j'ai vécu ce genre de choses-là et je valide tout à fait cet avis-là, c'est sûr. Eh bien, chers analystes, chers consultants, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de l'ensemble des meilleurs moments de cette Proximus Pro League saison régulière. Avant de clôturer ce show, parce qu'il n'est pas totalement terminé, eh bien, on va revenir sur cette saison de manière extrêmement générale. J'aimerais avoir votre avis tous les deux sur cette saison. Alors, vous pouvez parler de ce que vous voulez, c'est une carte blanche. Xavier? Moi, je pense quelques découvertes, un dénouement fou, et de manière générale, un niveau qui était assez... je vais pas dire mieux que les années précédentes, mais c'est peut-être un petit peu, mais pas une grosse différence par rapport aux années précédentes. Le niveau reste plus ou moins similaire dans les championnats d'année en année. Ouais, je partage aussi ton avis. Juste que, encore une fois, on voit qu'il y a un gars comme Zeror qui fait que d'année en année, il fait que s'améliorer. Il ne faut pas oublier qu'il a participé à différentes FUT Cup et qu'il était très bien représenté, donc il a réussi à faire de très belles performances dans ces FUT Cup-là. Ça confirme aussi le fait qu'il prend le temps de s'entraîner, il prend le temps d'analyser ses adversaires et il joue son jeu de manière libérée, et ce qui fait qu'il domine. Tout comme Geoffrey Megou qui s'entraîne, qui était coéquipier avec Stefano Pina à un moment donné à The Tower Game. Ils s'entraînaient tous les deux et il ne faut pas oublier que Stefano Pina était un très grand joueur de notre pays. Excellent. Petite information pour les spectateurs qui nous regardent, peut-être que tous ne sont pas suffisamment connaisseurs de FIFA. C'est quoi une FUT Cup? Alors une FUT Cup, il faut savoir que chaque joueur a une équipe sur FUT et il faut s'inscrire. Il faut être parmi les meilleurs joueurs en ayant fait 27 victoires sur FUT Champions. Et après, il faut être sélectionné. Et donc, du coup, il y a un tournoi qui se crée. Et il faut faire le maximum de meilleures performances pour aller le plus haut possible. Et Zeror, cette année, était l'un des joueurs qui nous a le mieux représenté. Ouais, c'est vrai, mais après, même s'il nous a bien représenté, il aurait même été plus loin que les qualifications. Ouais. Et justement, pour vous dire là-dessus, Geoffrey Megou, qui a fini premier de cette compétition ici, c'est le seul joueur du championnat qui a participé à un événement offline de ce FUT Champions Cup, c'était il y a quelques années. Donc c'est aussi dire son niveau et son expérience. Parce que pour y arriver, il n'y a pas eu 300 Belges qui l'ont fait, il y en a 3. Il y a Gilles Bernard qui est à Genk, il y a Stefano Pina qui est à Genk également maintenant, et tu as Geoffrey. Donc il y a eux 3 qui y sont arrivés. Oui, absolument. Mais à la fois, Stefano Pina et Gilles Bernard ne participent pas à l'E-Pro League, mais vont du côté du championnat néerlandais. Eh bien, je vous avais promis le tableau d'écart. On peut l'avoir maintenant devant votre écran. Nous aurons comme confrontation Zult contre Anderlecht, Courtrai face à l'Antwerp, Saint-Tron face à l'OHL, et enfin Charleroi affrontera le Standard de Liège. Arsène, est-ce que tu as un ou deux matchs sur lesquels tu as un pronostic déjà défini? Oh là là, c'est difficile, parce que sur FIFA, tout le monde peut gagner contre tout le monde, et encore plus dans ce FIFA-là. Mais de manière générale, c'est très difficile de donner un pronostic, mais je vois quand même Zeror mener la danse. Oui, parce qu'évidemment, Arsène, on le revoit ici. J'espère qu'on aura l'occasion encore de te revoir tout au long de cette compétition, parce que c'était vraiment très très chouette d'avoir pu vivre ce petit moment plateau avec toi. Même Merci. Question du côté de Xavier. Moi, je pense que justement, Zeror, c'est celui qui a normalement, sans vouloir dénigrer Eonel, le quart de finale le plus simple que tous les autres matchs, même si Geoffrey c'est premier contre 8e, en face de lui c'est Zakaria Bentato, donc c'est pas n'importe qui. Ces deux styles de jeu, je pense qu'ils sont tous les deux assez patients à haute, donc ça va être similaire. Zimet, Mainz, ça va être aussi un match très très délicat pour les deux joueurs. Les deux joueurs peuvent s'opposer, même s'il y a peut-être une petite préférence pour Mainz. Et puis après, Charleroi Standard, Fado contre Didistan, de manière générale, c'est deux joueurs qui sont très offensifs, qui aiment bien attendre l'adversaire cette saison du moins. Et donc ça peut tomber des deux côtés. Donc ouais, je pense que les 3 quarts de finale vont être plus ou moins fort équilibrés. Il y a juste peut-être Zeror et Eonel où il y a peut-être plus un écart de niveau. Merci Xavier, et puis encore une fois merci à tous les deux, merci d'avoir participé à ce mini-projet, cet after show. On espère très sincèrement qu'on aura pu vous permettre d'en apprendre un petit peu plus. Pour ceux qui n'ont pas su tout suivre, on vous comprend, ce n'est pas toujours facile, on a plein d'autres choses à faire à côté. Et bien là, vous avez un très très chouette résumé de cette compétition régulière et on espère que ça vous a beaucoup plu. Merci Xavier Zi, on rappelle fondateur du site FUT with Apéro, ce n'est pas rien, c'est le plus grand site lié à FIFA en Belgique, donc c'est aussi l'occasion de te mettre en avant, en plus d'être mon analyste
suite évidemment tout au long des casts. Et puis notre expert, je vous le répète, l'expert en gestes techniques, Arsène, merci d'avoir participé aussi à ce projet. Merci à toi Guillaume, c'était vraiment un plaisir de partager ça avec vous. Ouais, c'était vraiment un plaisir, merci. Eh bien, c'est l'occasion pour nous de vous laisser. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à Eleven Sport évidemment de nous laisser la possibilité de faire cette compétition et puis ce show absolument extraordinaire. On espère vous revoir la semaine prochaine déjà. On va aborder les plus beaux matchs qu'on a pu voir dans cette compétition. Donc l'occasion aussi de faire un petit rappel un peu nostalgique. Et oui, déjà de la nostalgie. Et puis on se retrouvera ensuite pour les quarts de finale la semaine d'après. Ça va être exceptionnel et on vous attend nombreux pour suivre tout cela. À bientôt et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao.